On va s'intéresser aux évolutions sociétales, aux évolutions techniques et également méthodologiques à travers deux petites tables rondes. Deuxième table ronde de la matinée, les nouveaux enjeux pour la maîtrise d'œuvre et la maîtrise d'ouvrage, les solutions béton. Là, on va rentrer un peu plus dans la technique, ce qui va faire écho aux propos qui ont été tenus à l'instant. Et j'appelle nos trois intervenants. Ingrid Taillandier, qui est architecte de l'agence ITAR, et je ne trahirai pas de secret en vous disant qu'elle est elle-même convaincue de toutes les ressources nouvelles du béton à travers l'innovation. Bertrand Delcambre, qui est l'ancien président du CSTB et qui est l'auteur d'un rapport pour la ministre Pinel sur la maquette numérique. Alors là aussi, quelque chose qui va fortement impacter les professionnels. Et enfin, Olivier Apruzès, que vous connaissez tous, le vice-président du béton prêt à l'emploi. Merci à tous les trois. On va commencer avec vous, Ingrid Taillandier, donc agence ITAR. Très rapidement, une présentation. Je crois savoir, tout le monde ne peut pas en dire autant, que vous croulez sous les commandes. Pour l'instant, hein. Rien n'est joué pour les années à venir, mais en tout cas, l'agence se porte bien. On est spécialisé dans le logement. C'est un peu dur d'ailleurs de sortir de cette étiquette quand on a démarré dans ces typologies de bâtis, beaucoup de logements collectifs. Je suis par ailleurs enseignante et j'ai fait quelques recherches, dont une exposition et dirigé un ouvrage qui s'appelait « L'invention de la tour européenne », où j'ai essayé de promouvoir la densité et les immeubles hauts dans les capitales et les grandes villes de France et d'Europe, surtout en France et à Paris. Ça a été une vraie bataille, mais en tout cas, j'ai participé en quelque sorte à ce renouveau de la densité parisienne. Voilà. Très bien. Alors, on va s'intéresser, et la présence de M. Delcambre est d'autant plus intéressante de ce point de vue-là, aux évolutions qui impactent votre profession s'agissant de ces nouveaux enjeux sur la maîtrise d'œuvre et la maîtrise d'ouvrage. Quelles sont les grandes étapes que vous allez devoir affronter ? Les étapes, elles ont déjà démarré. Deux grands enjeux, je dirais, sur la conception des logements a impacté notre travail à l'agence. C'est tout d'abord les enjeux environnementaux, qui sont quand même des données très fortes et très contraignantes parfois, malheureusement. Et également tout ce qui est réglementation pour PMR. Ça a modifié les typologies de logements. Les cuisines sont devenues plus grandes, ça a rogné sur certaines pièces de vie. Quand on dit PMR, c'est personne à mobilité réduite, pour ceux qui ne le sauraient pas. Ça a un impact sur tout, ça a un impact sur la façon dont vous allez passer sur votre balcon, votre terrasse, le seuil de 2 cm à ne pas dépasser. Donc tout ça, je pense que les matériaux ont leurs enjeux, les matériaux et l'innovation ont un vrai enjeu vis-à-vis de ces questions-là. Les enjeux environnementaux, pour reparler des évolutions sociétales, je pense que prôner la maison individuelle est un leurre pour beaucoup de Français de classe moyenne, parce que ça veut dire que les transports individuels motorisés utilisant de l'essence sont promus. Or, il faut plutôt favoriser les transports en commun. Ça veut dire que nos campagnes sont mitées, que le foncier est réellement perdu par toutes ces maisons individuelles qui mitent les campagnes. Donc je pense qu'il faut revenir à une certaine densité, il faut revenir pas forcément à du logement collectif à tout prix, mais à des maisons individuelles en bande, à du logement intermédiaire où chacun a sa porte d'entrée, son escalier,
Et pour ce qui est du logement collectif... Avec la difficulté, néanmoins, c'est un autre débat, mais la difficulté, néanmoins, de l'acceptation. Moi, je connais bien la ville de Toulouse, où je vis. Dès qu'il y a un promoteur qui cherche à prendre un petit peu de hauteur, il y a une association de riverains qui se constitue et ça devient très compliqué. Oui, ça, c'est le cas de beaucoup de villes de province, en effet. Par contre, certaines villes ont la volonté de densifier, de montrer un certain dynamisme. Et on s'aperçoit, quand on fait une étude à travers l'Europe pour parler de densité, on s'aperçoit que les villes qui ont connu la guerre, qui ont connu les démolitions de la Seconde Guerre mondiale, ont une possibilité de se renouveler, de faire du renouvellement urbain dans des quartiers qui ont été très endommagés ou en renouvellement pour des raisons de pérennité de bâti, le font sans problème, montent en hauteur, se dynamisent et montrent que leur ville peut renaître de leurs cendres. Même actuellement, c'est une espèce de mémoire collective qui date de la Seconde Guerre mondiale. Et nos villes françaises qui ont été épargnées, pas toutes, mais nos villes françaises qui ont été épargnées n'arrivent pas à passer ce cap de la densité forte, de se dire qu'on peut apporter, comme le disait tout à l'heure Guy Tapie, des vues, du soleil, des espaces extérieurs dans ces espaces collectifs qui sont... Donc pour vous, ça c'est vraiment, au-delà des aspects techniques, de la réglementation, on parlera dans un instant de la maquette numérique, tout ça, ce sont des enjeux très très forts qui impactent votre profession, avec quand même la difficulté aujourd'hui de faire entendre, je vais presque dire raison, à ceux qui aujourd'hui prônent plutôt l'habitat dispersé, alors même que vous militez pour la densification urbaine. Oui, en effet, je pense que du point de vue des enjeux environnementaux, il faut à tout prix revenir à une densité, à du collectif un petit peu moins consommateur d'énergie. Et pour revenir sur les évolutions du logement, on sent que l'architecture contemporaine vit un renouveau, un vrai intérêt croissant de la part de la population dans toutes les couches sociales. On le voit grâce aux revues, on le voit à travers les émissions de télévision, à travers les documentaires. Donc ça, il faut absolument en tirer parti. Il faut prôner le confort, un certain esthétisme pour améliorer les qualités de vie. Et c'est vrai que le désavantage d'habiter dans le collectif peut être tout à fait atténué si on a des espaces de vie généreux. Oui, enfin, l'exemple de Boulogne est tout à fait, si on offre significatif. Des toitures terrasses avec des jardins collectifs où on peut cultiver son potager. Donc je prône vraiment ces espaces-là et également des espaces de circulation qui sont généreux, qui sont éclairés naturellement, où on n'a pas peur de croiser son voisin et où on enlève un peu ce côté anxiogène de vivre en collectivité. Oui, puis peut-être aussi en finir avec cette idée que lorsque on grimpe en hauteur, on reproduit un Manhattan à la française, alors qu'en réalité, il y a ce que vous dites, il y a toute cette plus-value qui est très, très importante. Alors, évolution de la réglementation, densification, entre autres enjeux. Est-ce que dans ces registres-là, les solutions techniques, on entendait tout à l'heure Jean-Yves Le Dreyff nous présenter toutes sortes d'applications possibles pour le béton. Est-ce que le béton demeure le matériau de prédilection pour répondre à ces enjeux? Vous qui êtes architecte, est-ce que c'est votre point de vue? Nous, à l'agence, on aime particulièrement travailler avec le béton. Alors on se heurte parfois... Pourquoi vous aimez travailler avec le béton? Parce que c'est un matériau pérenne. Je ne vais pas reciter toutes ses qualités, mais il a des qualités acoustiques, thermiques, d'inertie thermique. Il a des qualités esthétiques très fortes, de pérennité. Et je pense qu'on ne le travaille pas assez. Le problème de l'isolation par l'extérieur, puisqu'on parle d'enjeux environnementaux aussi, c'est qu'on se retrouve avec des pots, des enveloppes qui sont rapportées, qui sont peu pérennes. Et le béton a toute sa place dans ces nouveaux enjeux. Comment faire en sorte que le béton revienne en première peau, en enveloppe,
avec des qualités esthétiques, revenir à une certaine modénature. Vous en parliez tout à l'heure, Mireille Ingrès. Je pense que le béton texturé, les teintes possibles pour le béton, peuvent apporter une nouvelle qualité de modénature, d'esthétisme à des bâtiments qui en ont perdu. Et le béton ne doit plus être associé à un certain brutalisme, à un certain modernisme. On peut désormais trouver de la poésie dans ce matériau. Nous, c'est ce qu'on essaye de faire. En termes de construction, on se heurte à des problèmes, principalement en préfabrication, à des problèmes d'avis technique. Et je pense qu'il faut très très vite dépasser ça, parce que moi, sur une tour qu'on va construire à Batignolles, une tour de 15 étages, pas une tour très haute, mais une tour de logement, pour des balcons de 3 mètres de portée, on aimerait pouvoir bénéficier de la préfabrication. On a tout fait en sorte pour les concevoir à l'identique, pour pouvoir répéter les moules, et on se heurte à un problème d'avis technique. Et on se dit qu'en 2 ans, peut-être que l'avis technique pourra être déposé, et je n'en suis pas sûre. Ça ne va pas assez vite, en fait, pour pouvoir utiliser ces innovations. Monsieur Girometti, ça fait écho à ce que vous disiez tout à l'heure lorsque vous indiquiez qu'il faudrait gagner en efficacité, en rapidité sur certaines évolutions de réglementation. Merci Ingrid Taillandier, c'était très intéressant. On continue avec vous, Bertrand Delcambre, et notamment pour la maquette numérique, puisque c'est votre sujet de prédilection, mais peut-être on reviendra tout à l'heure à vous pour que vous nous expliquiez, Ingrid Taillandier, comment vous vivez cette révolution. Cette maquette numérique, Bertrand Delcambre, elle permet d'associer le plus en amont possible les différents acteurs, notamment les industriels et les entreprises, ce qui permet aux maîtres d'ouvrage d'établir une vision globale de l'ouvrage comportant les solutions techniques, les performances et les coûts de maintenance. En quoi ce nouvel outil va-t-il révolutionner la maîtrise d'ouvrage ? Bien, écoutez, merci de poser cette question comme ça. Peut-être avant d'y répondre plus particulièrement, je voudrais situer un peu là, le sujet. Je ne vais pas vous faire un cours sur la maquette numérique. Il y en a dans la salle qui seraient mieux placés que moi pour le faire. Simplement, je dirais, on vit une époque aujourd'hui où on a tous des outils fantastiques. On a des ordinateurs qui sont 1000 fois plus puissants qu'il y a 20 ans. On a un réseau Internet qui est disponible partout pour tout le monde à toute heure du jour et de la nuit. Et tout ça a pénétré largement le monde du bâtiment. Les artisans, qui sont les plus petits acteurs du bâtiment, ont déjà tous ces outils et ont envie de s'en servir. Et il y a déjà plein d'applications qui sont aujourd'hui chez tous les acteurs, y compris les petits. Le sujet, la réflexion qui m'a été confiée par la ministre du Logement, c'est pas simplement, voilà, on va faire découvrir tout ça, c'est démontrer effectivement l'efficacité de tous ces outils-là à tous les niveaux, pour accélérer le déploiement de ces outils-là dans le monde du bâtiment. Parce que l'histoire a commencé, bien évidemment, et heureusement. On a en France des grands champions du monde de la construction, des majors, comme on dit, des grands cabinets d'ingénierie internationaux et des grands cabinets d'architectes connus dans le monde entier pour leur excellence. Et ces structures-là ont déjà un savoir-faire époustouflant en la matière. Et c'est grâce à ça, d'ailleurs, qu'ils remportent des succès à l'international. Et il n'y a plus aujourd'hui un grand appel d'offres international qui n'impose pas de recourir à ces outils. C'est donc qu'ils ont démontré leur efficacité déjà. Et tous les gens que j'ai pu rencontrer dans ces derniers mois, dans le cadre de la mission de la ministre, et qui ont commencé à s'y mettre en suivant dans le sillage de ceux que je viens de nommer, ont rapidement démontré, se sont rapidement convaincus et rapidement démontré à leurs maîtres d'ouvrage, à leurs partenaires, que ces outils-là font gagner du temps, font gagner de la précision, font gagner de l'argent. Et il n'est absolument pas question pour eux de revenir en arrière.
Donc la question, c'est comment accélérer ce mouvement, le généraliser. Parce qu'effectivement, la France n'est pas composée que de majors et que de gens qui ont beaucoup de moyens. La France a un tissu de bâtiments composé de tas de petits acteurs. 98% des entreprises du monde du bâtiment ont moins de 20 salariés. Oui, mais Bertrand Delcambre, ces petites structures, autant quand on entend Ingrid Taillandier et puis de grandes structures, on se dit qu'il n'y a pas de souci, elles pourront maîtriser cet outil, mais quid de ces petites structures qui constituent quand même l'essentiel des entreprises du bâtiment? Alors l'enjeu est précisément là. Comment on va les embarquer, Alors j'ai commencé par dire, heureusement, ils sont informatisés. Il n'y a plus de soucis. Et même chez les artisans du bâtiment, aujourd'hui, on trouve des tablettes et on trouve des applicatifs déjà utilisés au quotidien. Et déjà, l'envie d'emmener tout ça sur le chantier. Alors le problème, c'est effectivement qu'on a une population, comme j'ai dit, de petits acteurs qui n'ont pas beaucoup de moyens pour investir, pour passer le cap, parce qu'effectivement, une maquette numérique, ça demande des outils un peu plus puissants, donc il faut acheter des équipements qui coûtent un peu cher, et il faut se former surtout. On a des acteurs qui n'ont pas été aujourd'hui préparés à fonctionner avec une maquette numérique. Une maquette numérique, ce n'est pas seulement un outil, c'est aussi une démarche, c'est travailler ensemble entre le maître d'ouvrage, le maître d'œuvre, toute l'ingénierie, l'entreprise, l'industriel, sur le projet de bâtiment. Un projet en 3D, la maquette numérique, c'est du 3D, donc il faut apprendre cette démarche nouvelle, cette démarche de collaboration avec tout le monde. Donc c'est tous ensemble, au lieu de travailler chacun dans son coin, comme on fait jusqu'à présent, et notamment au niveau de ces petits acteurs. Mais il y a heureusement déjà des gens qui montrent la voie. Et il y a des agences d'architecture, des petites agences, qui sur des petits projets, et depuis déjà un certain temps, ont démontré que c'était pertinent et possible. Donc il faut amplifier ce phénomène. On va les y emmener en démontrant que c'est possible, en analysant les retours d'expérience, en communiquant, en battant un peu la campagne pour donner envie au plus grand nombre. Alors, on va revenir à vous tout à l'heure, Bertrand Delcambre. Un témoignage, ou plutôt un double témoignage avec vous, Ingrid Taillandier. Qu'est-ce que la maquette numérique vous apporte à vous en tant qu'architecte? Et deuxièmement, ces petites entreprises dont parlait Bertrand Delcambre, même si peut-être vous travaillez avec des grosses structures, mais vous travaillez, j'imagine, aussi avec des petites structures, est-ce que vous les sentez en capacité de maîtriser ces outils dont Bertrand Delcambre vient de nous parler? C'est vrai que dans la construction et dans les entreprises de BTP, on a quand même des entreprises qui travaillent de façon très artisanale encore, et on a beaucoup de mal, même pour envoyer un mail, à obtenir des informations en temps et en heure. Donc je pense qu'elles ont toute conscience qu'il faut qu'elles se modernisent. Et pour tout ce qui est suivi de chantier, en effet, les maquettes 3D ou les tablettes sont devenues quelque chose de plus en plus courant. D'accord, y compris chez les petits. Pas tout à fait la maquette 3D, mais certains, chez certains artisans, par exemple, très étonnamment en menuiserie, on travaille en maquette 3D sur certains projets. Pour ce qui est de la maquette 3D au sein de l'agence, donc oui, on a 2 projets qui sont développés en ce moment avec Revit. Et la première constatation, mais c'est peut-être un problème de mauvaises habitudes, c'est qu'on a du mal à concevoir avec. Parce que c'est presque trop précis. Donc il faut passer par une étape intermédiaire. Par contre, une fois qu'on a tous les éléments en place, les détails de menuiserie, de structure, tout va très vite et on gagne du temps. Et c'est vrai que le temps, pour tous, c'est de l'argent. Et on gagne du temps sur les phases de conception en détail, de relations avec les bureaux d'études et éventuellement d'adaptation sur le chantier, parce que les aléas en termes de temps pour nous, agence d'architecture, principalement, c'est sur le chantier. Comment reprendre des erreurs, comment s'adapter à des évolutions qu'on n'avait pas anticipées. Bertrand Delcambre, comment les solutions béton
vont pouvoir être compatibles avec les maquettes numériques? Alors, je vais dire globalement, il y a un gros enjeu de progrès pour les industriels avec la maquette numérique. Voilà. En gros, il n'y aura pas d'utilisation généralisée de maquettes numériques et de ce qu'on appelle le BIM s'il n'y a pas les industries de la construction à ce rendez-vous-là. C'est-à-dire qu'il faut vraiment que tous les industriels et les industriels du béton fassent l'effort qu'il faut pour amener à la maquette numérique les informations dont l'architecte et la maîtrise d'œuvre en général, et puis les entreprises ont besoin pour intégrer les meilleurs choix possibles dans le projet le plus tôt possible, pour prescrire les produits les plus adaptés au projet, pour vraiment canaliser le mieux possible l'information. On a besoin aujourd'hui de faire une espèce de révolution en matière d'information à la portée de tout le monde. L'information nécessaire sur les produits de construction, elle est nécessaire au quotidien. Et aujourd'hui, donc, il faut passer vraiment de l'ère des catalogues papier, pour la plupart encore, même s'il y a aussi, bien sûr, des versions électroniques, à des formes d'information directement utilisables à partir de la maquette numérique, dans des conditions les plus standardisées possibles, de façon à ce qu'on s'y retrouve. Le béton fait partie aujourd'hui des matériaux les plus utilisés. Et je vais pas faire l'apologie du béton parce que vous êtes aussi encore mieux placé que moi pour le faire. Mais je crois que le béton aujourd'hui, vu toutes ses qualités, toutes ses caractéristiques techniques, doit faire l'effort justement d'éveiller la confiance du maître d'ouvrage, la conscience du maître d'ouvrage, du maître d'œuvre, et donc apporter ces informations le plus tôt possible à l'ensemble des équipes de construction. Je dis ça pour le béton, je le disais hier aux gens du bois. Hein, donc, d'accord. Pour ne pas faire de jaloux, c'est un phénomène qui concerne tout le monde. Et il y a bien sûr des enjeux de compétitivité entre les filières qui vont se jouer au travers de l'arrivée des nouveaux outils. Donc aux gens du béton d'être les plus efficaces pour les années qui viennent, mais je n'ai pas de doute et pas d'état d'âme là-dessus. Merci beaucoup Bertrand Delcambre. On continue avec vous Olivier Apruzès pour clôturer cette table ronde. On l'a vu à travers la précédente et celle-là même, évolution sociétale, évolution de la typologie des logements, évolution des méthodes de travail. On vient d'aborder la maquette numérique. Comment le béton prêt à l'emploi va-t-il faire face à toutes ces innovations? Parce qu'on a bien entendu l'appel du pied de Bertrand Delcambre, non? Oui, je l'ai bien entendu aussi. Je pense que sur ce sujet-là, et permettez-moi juste aussi un petit rappel, le béton, c'est un matériau qui existe depuis plusieurs millénaires. L'église Saint-Pierre en témoigne aujourd'hui et reste active et en parfaite condition. En France, Louis Vicat a réhabilité et réinventé ce matériau. Donc aujourd'hui, on se trouve face à quand même un patrimoine existant qui est très important. Je reprendrai aussi les propos de Jean Bonny pour exprimer que c'est un matériau extrêmement local, qui est produit localement, qui est travaillé localement avec des entreprises locales. Ça, c'est le point important. Et toute la filière aussi permet de le faire jusqu'à la réhabilitation de ces ouvrages. Tout à l'heure, on a vu un très joli document fait par la mairie de Boulogne-sur-Mer pour présenter un bâtiment en construction. Là, on voit une sorte de maquette se mettre en place. Mais c'est une maquette uniquement destinée à profiler l'ouvrage dans son espace, à le matérialiser, mais pas pour l'exécution des travaux. Là, le point dans lequel nous allons, c'est réellement, avec cette maquette numérique, sur la réalisation des travaux. Et ça, c'est là où je pense que le béton trouve son intérêt majeur. Nous comprenons bien aujourd'hui que pour la réalisation d'un ouvrage spécifique, il s'agit de prévoir dans le temps et le cadencement et l'approvisionnement des matériaux, voire même dans des espaces qui peuvent être contraints, la manière dont on va gérer ces approvisionnements, à savoir les matériaux qui vont être reçus par avance, comment les stocker. J'ai personnellement vu un chantier de cette nature qui, en fait, déployait par phase le fait d'avoir des lieux de stockage qui sont avec des contre-étaiements pour supporter des charges supplémentaires puisque c'était des élévations,
Donc tout ça me paraît tout à fait notable. Alors tout ça, on sent bien que votre profession, de manière globale, est en capacité de relever ces défis, et notamment, vous venez d'évoquer celui de la maquette numérique. Reste néanmoins que, s'agissant du béton prêt à l'emploi, il y a de très nombreuses structures qui sont des tout petites structures et qui, je rebondis sur ce que disait tout à l'heure Ingrid Taillandier, sur ces grandes évolutions qu'on vient d'évoquer, et en particulier la maquette numérique, n'ont ni la formation, ni les moyens techniques, ni même peut-être aussi les moyens financiers pour relever le défi. Oui, alors aujourd'hui, c'est vrai que peut-être l'attention des plus petites entreprises est davantage attirée par leur survie que par le fait d'aller dans cette direction. Mais je partage le point, c'est-à-dire quand il y a des innovations qui sont importantes, là, il ne s'agit pas de savoir à quel moment on prend le train. Le train, il faut le prendre maintenant. Et ça, c'est quelque chose que je crois que les fédérations ont parfaitement compris, en particulier la CAPEB et l'UMGO, avec lesquels nous sommes relativement proches et avec lesquels nous échangeons justement sur ces sujets-là. Je rejoins aussi le propos de M. Delcambre sur le fait qu'il faut que notre profession, en tant que FIB ou SNBPE, puisse proposer en fait les informations nécessaires pour la prise en compte de ces éléments dans les parties d'ouvrage. J'aurais juste deux observations complémentaires à apporter. On parle souvent de ville en hauteur. Moi, je dis aussi que le béton se prête fort bien à la ville souterraine. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on ne sait plus construire en surface, on sait construire en dessous. Et la maquette numérique apporte ce bonheur que de pouvoir traduire en effets réels et en montrant exactement les réseaux et la réalisation et la façon dont les personnes vont y vivre à l'intérieur, tout en matérialisant les différents matériaux qui pourraient être y employés. Et là, je ne fais pas injure à d'autres professions, puisque je pense que la nôtre est fortement bien placée pour le faire. Ça, c'est le premier point. Et puis, le deuxième point que M. Delcambre avait signalé dans son ouvrage, c'est aussi sur toute la partie de la rénovation. Et là, les petites entreprises ont un rôle à jouer, parce que bien souvent, ce sont elles qui sont en première ligne pour effectuer qui des travaux de maintenance, qui des travaux de réparation, qui des travaux de confortement. Et la mise en lumière avec des scans tels que ça pouvait être exposé de ces maquettes qui permettent ensuite d'opérer les confortements me semble, naturellement les grandes entreprises sont intéressées, mais aussi à destination de toutes les petites entreprises qui, elles, ont des spécialités à faire valoir. Donc il y a vraiment un travail, je dirais, de démocratisation, peut-être que le terme est un peu excessif, mais de démocratisation de la maquette numérique, dont on voit bien à travers ce que vient de dire M. Apruzès, que ça peut vraiment être un outil extrêmement bénéfique pour les entreprises en termes de confort de travail, en termes de visibilité de la mission à accomplir, et puis peut-être aussi pour les aider à les faire grandir. Oui, tout à fait. Et je trouve, on n'a pas trop le temps d'en parler, mais moi, ce qui m'a frappé, c'est des exemples de petites entreprises artisanales qui s'engagent sur la voie de l'impression 3D pour le chantier, l'impression numérique. J'en ai vu une il y a quelques jours qui a investi 5 000 à 6 000 euros. Bon, c'est pas des sommes délirantes, et qui, avec ça, est en train de réfléchir en couplant cette impression numérique avec un travail de bureau, donc qu'on peut qualifier aussi de maquette numérique quelque part, préparer des interventions directes sur le terrain pour économiser de la matière et économiser du temps. Ça arrive et ça va se généraliser très vite sur les chantiers parce qu'il y a des petites structures déjà qui s'y mettent. Merci. On a, je crois, le temps de prendre une ou deux questions, pas plus. Alors on va prendre une question au fond de la salle, une seule, une fois, deux fois, trois fois. Allez, deux, trois. Trois questions. Alors on commence par le troisième rang, le monsieur à lunettes qui ressemble un peu à Michel Sapin. C'est pas vous, non? Non, c'est vous, là. Oui. Oui. Michel Sapin qui aurait une pilosité. Voilà. Oui, bonjour, Pierre Mette, président de l'Intec. Je pense qu'aujourd'hui, pour nos petits entrepreneurs, ce qu'ils ont besoin, déjà, c'est de pouvoir voir cette maquette. Et là, il n'y a pas besoin d'investissement, il n'y a pas besoin d'avoir de logiciel. Et je dis toujours qu'un dessin vaut mieux qu'un long discours. Et là, c'est plus qu'un dessin. Et déjà, avec ça, on pourra faire beaucoup avancer les choses. Merci, je pense qu'on est d'accord avec ce propos, monsieur. On continue, deuxième question. Le monsieur qui ressemble, lui, on pourrait dire. Peut-être à cet acteur américain, là, Brosnan, là. Voilà, c'est un peu... Josh Brolin, voilà. Enfin, de loin, hein, de près, je ne sais pas. Ça commence mieux déjà. Ah non, c'est pas vous, non, je pensais au monsieur derrière.
Vous, j'ai pas encore... Bien, Lorenzo Diaz, je suis directeur de l'école d'architecture de Nancy. Alors, je voulais poser une question, comment dire, qui touche un peu la question des démonstrateurs. Parce qu'on a beaucoup parlé de voir, de comprendre, de toucher, de dimensionner. Quand on est sur le logement, on est sur un espace finalement assez intime, assez, comment dire, oui, assez intime. Quelles pourraient être pour nous, collectivement, les pistes pour construire des démonstrateurs, peut-être plus de démonstrateurs qui permettraient à la population, je m'adresse aux architectes, mais je m'adresse aussi aux entrepreneurs, à un moment pouvoir tester des dimensions, pouvoir tester ce que veut dire 3 mètres, ce que veut dire 4 mètres, ce que veut dire une cuisine, comme vous l'avez expliqué, mais ce que veut dire aussi un matériau, ce que veut dire un interfaçage entre plusieurs matériaux. Je crois que si on veut avancer aujourd'hui à l'ère des Fab Labs, et de toutes ces choses-là, on ne peut plus raisonner avec un seul équipement démonstrateur qui serait, je prends l'exemple des ateliers de l'île d'Abo, mais qu'il faut, à mon avis, au contraire, multiplier les démonstrateurs. Ce sera la seule manière d'entraîner la population sur ces mutations. Bien. Qui veut répondre? Alors, juste pour vous informer, parce que c'est quand même très sympa et ça fait plaisir, parce qu'on dit toujours que les élus... sont difficilement mobilisables. Frédéric Cuvillier, le maire de Boulogne-sur-Mer, était dans le quartier, il a vu de la lumière et il va venir nous dire quelques mots. On continue néanmoins avec peut-être ou Bertrand Delcambre ou Ingrid Taillandier pour répondre à cette question d'un de vos collègues. C'est pour vous, oui. Oui, en tant qu'enseignante, on cherche beaucoup à faire des projets en échelle 1. Donc en effet, on est allé à l'île d'Abo avec l'École nationale de Versailles. Pour ce qui est du chantier, moi je trouve que le moment du logement témoin est un moment très important pour tout le monde, principalement pour la maîtrise d'ouvrage. Malheureusement, c'est rarement utilisé pour faire découvrir le logement aux futurs utilisateurs. Je pense que le logement témoin ou la façade témoin pourrait venir bien en amont en termes de chantier, que ça n'est le cas actuellement. Allez, la toute dernière question. Oui, bonjour. Didier Klinkhammer, architecte. Je représente Archinov, association d'architecture et innovation. Les maîtres mots ont été prononcés par Bertrand Delcambre, c'est le travail collaboratif. Et c'est vrai que la maquette numérique, au-delà de l'image qu'elle peut produire, c'est la gestion de l'information, de la conception à la réalisation, à la maintenance. Donc ça veut dire qu'on passe du travail séquentiel au travail collaboratif, c'est ça, hein. Et le message, c'est qu'effectivement, très en amont, il faut que les fabricants, les gens de la filière, mettent en ligne de l'information qui puisse être directement exploitable au niveau de la production du projet. Et le deuxième point, c'était, je reviens sur la mixité. Effectivement, on ne va pas opposer la filière bois à la filière béton. Chacune a ses avantages. Je pense que c'est moins le côté environnemental de la matière que la notion de filière sèche qui est en jeu entre les deux filières. Et donc, ça pose le problème de la formation au niveau de la construction des entreprises de la filière béton et des entreprises de la filière bois, entre des gens qui travaillent au centimètre et des gens qui travaillent au millimètre. Donc, il y a des enjeux aussi de formation sur le sujet. Qui veut répondre? Bertrand Delcambre, pour la dernière question. Je rebondis sur les mots centimètre, millimètre. Je crois que le monde du bâtiment n'a plus le choix. C'est-à-dire, effectivement, il faut progresser. On ne peut plus être dans l'approximatif. Par rapport aux grands défis de performance que le bâtiment a affrontés, que ce soit en thermique, énergétique ou en environnemental, hein, il faut effectivement désormais être aussi précis que le sont les industriels. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, effectivement, l'offre industrielle est au rendez-vous du millimètre. Par contre, le monde du bâtiment, pas tout à fait. Avec la maquette numérique et avec ces outils-là, on a l'espoir d'y arriver. C'est une vraie évolution très très forte et il y aura pas, effectivement, on ne sera pas au rendez-vous de la performance si on n'a pas progressé dans la précision. Et grâce à ces outils-là, on peut espérer y arriver. Merci Bertrand Delcambre. Je vous demande d'applaudir nos 3 intervenants. Et là encore, s'il fallait retenir quelques idées maîtresses, la première, c'est que c'est une véritable révolution qui va impacter tous les acteurs de la construction, que cette révolution, elle devra, je reprends l'expression de Bertrand Delcambre, embarquer
les plus petites structures qui, aujourd'hui, et c'est un véritable défi pour elles, n'ont ni les moyens techniques, ni parfois la ressource, en tout cas pas encore, pour être au niveau d'exigence de ces nouvelles méthodes, s'agissant notamment de la maquette numérique. Voilà les quelques idées. Je demande donc à Jean-Yves Le Dreyff, je n'ai pas vu M. Cuvillier pour l'instant, mais je demande, il est là? Ah, oh, d'accord, Frédéric Cuvillier. Vous viendrez nous dire un petit mot de conclusion. Sachez qu'on a beaucoup parlé de Boulogne. On a beaucoup parlé de Boulogne. Venez avec nous, sous vos applaudissements, s'il vous plaît. On a beaucoup parlé de Boulogne de manière très positive à travers la façon dont Mireille Ingrez-Cereda nous a parlé de votre politique de logement et puis d'un point qui, ici, ne laisse personne insensible, le soin que vous mettez à utiliser le béton comme un véritable complice de votre politique d'habitat et de logement. Je vais demander peut-être à Jean-Yves Le Dreyff de conclure. Et puis, peut-être comme vous voulez. Frédéric Cuvillier. Bien, merci de me donner la parole après avoir été très honorablement et parfaitement représenté par Mireille Ingrez, qui a été d'ailleurs maire durant ma période au gouvernement. C'est vrai que nous avons sur cette ville, qui est une ville extrêmement dense, un travail qui est un travail de reconstruction de la ville sur elle-même. Une ville qui fait appel à toutes les innovations. Et le béton fait partie de ces enjeux de modernité aussi, et également de cette nécessaire innovation. Et lorsque nous sommes dans une période où le bâtiment a besoin non seulement de beaucoup de mobilisation et d'innovation, alors il est important que nous puissions, puisque les chiffres sont tombés pour l'année 2014, relever l'année 2015 comme étant une année de défi. Je pense que nous ne pouvons pas rester, alors même que le gouvernement a pris un certain nombre de dispositions, et notamment le dispositif Pinel, face à une situation qui serait celle du constat de moins de 300 000 mises en chantier de logements. Il faut une mobilisation de tous. Je crois que c'est le cas pour l'intervention privée, c'est le cas aussi des organismes de logement, quel que soit leur statut, et que, puisque le lien était fait avec les politiques d'innovation, la gestion des chantiers, notamment le numérique dans la construction, est un enjeu majeur. Nous avons la chance de recevoir pour l'année 2015 l'implantation du groupe Sopra, qui est un leader européen du numérique. Et donc ce sera là aussi le défi de la ville intelligente. Et la ville intelligente, elle doit se faire à tout niveau. D'abord dans la façon et la conception de nouveaux quartiers, de reconstruction ou de construction pour les villes qui ont la chance d'avoir les espaces, le foncier, de pouvoir projeter. Et je pense que là, le choc des simplifications voulu par le président de la République doit trouver toute sa mesure. D'abord dans les procédures, mais aussi dans ce que votre industrie peut permettre en innovation. Mireille Ingrez a certainement souligné les maisons passives que nous mettions en œuvre, le fait que nous puissions faire de petits laboratoires de ce que sera le logement de demain. Mais ces petits laboratoires, ils doivent amener à ce que nous ayons des procédures qui facilitent ce type de démarche. Et ce doit être vrai non seulement dans les grandes métropoles, mais aussi dans les villes moyennes. Et je crois beaucoup à la mobilisation des villes moyennes dans ce défi de 2015 pour la mise en chantier, pour la relance du logement. On le voit, il y a des initiatives, vous en êtes des acteurs, des initiatives nombreuses dans les territoires. Les territoires sont intelligents, les industriels sont intelligents, et nous avons une population qui mérite d'avoir, elle aussi, du logement intelligent. Voilà le grand défi de 2015. Nous en sommes en période de vœux. Je sèche les vœux de Stéphane Le Foll pour venir vous saluer. Et donc, autant que cette perspective soit donnée, une perspective de confiance de tous les acteurs du logement. Nous en avons besoin, mais nous avons surtout besoin de faire en sorte que les procédures soient le plus simples possible, que nous ayons aussi au niveau de l'État des guichets uniques d'instruction, que nous gagnions du temps sur les mises en chantier. Et à cette condition-là, nous pourrons répondre à ce qui est une attente majeure des Français.
Merci beaucoup Frédéric Cuvillier. Jean-Yves Le Dreffe, le mot de la fin. Merci Monsieur le Ministre. Je vais rebondir sur ce que vous disiez juste à l'instant, mobiliser. Je crois que nos intervenants dans les 2 tables rondes précédentes nous ont aussi indiqué qu'il était important de se mobiliser autour de certains thèmes. Alors parfois des thèmes aussi simples que j'ai noté trouver de la poésie. Ce qui peut paraître surprenant quand on parle du béton, mais au contraire, je crois qu'on est en plein dans le sujet. Et de manière un peu plus pragmatique, rechercher du confort ou favoriser le bien-être. Mais je crois que nos matériaux, nos solutions et la contribution que nous pouvons apporter à un logement durable, sain et de qualité, nous avons démontré ce matin que nos matériaux ont cette capacité. Et il est effectivement important que toute notre filière se mobilise. Alors, vous avez indiqué un autre concept qui nous est très important, qui est la territorialité. Je crois que ça s'est décliné aussi au travers notamment des interventions de ces 2 tables rondes, de notre position très diffuse dans le territoire, la proximité de nos matériaux et bien évidemment derrière les matériaux des hommes inscrits dans les territoires qui sont là pour développer le territoire et le développer avec leur propre valeur ajoutée. Je pense qu'il est très important aussi de rappeler un enjeu fort qui a été souligné ce matin, qui est que le béton a besoin de faire savoir toutes ses qualités. On a mis en évidence à plusieurs reprises que vous avez cité le terme bétonné. Bon, effectivement, ça reste dans le langage courant. Je crois qu'on a cet effort important à développer encore plus que ce que nous faisons aujourd'hui. Et là, je souhaiterais remercier à nouveau notamment les intervenants de la FIB et du SNBPE pour le travail que nous faisons ensemble au travers de la structure CIM Béton pour promouvoir les avantages des solutions constructives en béton et pour promouvoir toutes les qualités que les autres intervenants au cours des tables rondes ont su mettre en avant. Et je crois que si les professionnels sont convaincus, ce que j'ai pu entendre ce matin, que nos matériaux sont une solution durable d'inscription dans les territoires, de développement d'un logement de demain, il est important que cela soit entendu par les usagers et les propriétaires que nous pouvons être demain. Voilà tout ce que je peux souhaiter à notre filière cette année, en espérant qu'effectivement les statistiques que nous avons connues ce matin ne soient qu'un mauvais souvenir dès 2015 et que l'ensemble des mesures qui nous ont été présentées ce matin, notamment aussi par monsieur le directeur de la DHUP, contribuent à relancer notre secteur et c'est ce que je vous souhaite à tous. Je vous propose maintenant de passer à côté pour le déjeuner. Merci à vous. Merci.